Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, lancement du concours régional du Saint-Coran. Et dans l'actualité internationale, en Indonésie, le sous-marin disparu retrouvé sans aucun survivant à bord. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité nationale, les télégrammes de félicitations émanant de la part des dirigeants des pays frères et amis ainsi que d'illustres personnalités à la tête d'importantes organisations, rappelons-le, internationales et multilatérales, continentales et régionales, et saluent tous la réélection du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, continue d'arriver à la présidence de la République. C'est ainsi que le président burundais, tunisien et nigérien constituent les derniers en date des chefs d'État et de gouvernement à avoir fait parvenir leurs chaleureuses félicitations au président Ismaël Omar Guelleh. Dans le télégramme transmis à son homologue djiboutien, le président burundais, M. Evariste, a fait état d'une victoire éclatante, gage d'adhésion populaire. Grâce à votre sagesse et votre détermination à mobiliser le peuple, a-t-il rappelé, djiboutien, autour de votre programme politique, ce dernier a réaffirmé sa foi en votre leadership en vous confiant encore une fois les destinées de votre pays, a écrit en substance le président burundais. Le président tunisien Kais Saied a lui aussi, dans le message similaire envoyé au chef de l'État, abondé dans le même sens, a mis ensuite à profit son télégramme pour relever sa conviction en l'opportunité qui constitue la réélection du président Guelleh pour disposer un renforcement, a-t-il dit, du niveau de consultation et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères. Quant au président du Niger, M. Mohamed Bazoum, il a décrit le réinvestissement de confiance massive dont vient de bénéficier le président Ismaël Omar Guelleh comme la conséquence logique et injuste rétribution aux nombreuses réalisations positives enregistrées à Djibouti sous son leadership. Je tiens à vous adresser, a-t-il dit, le président du Niger, mes vives félicitations et saluer le peuple et les institutions djiboutiennes qui ont montré une fois de plus, à travers cette consultation électorale, leur adhésion aux actions de votre Excellence pour la démocratie et la paix. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous le dis dans le titre, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, M. Momin Hassan Barre, a présidé aujourd'hui au Palais du Peuple la cérémonie de lancement du concours régional du Saint-Coran, qui sera couronné par le prix du chef de l'État. Cette cérémonie a vu la participation du secrétaire général du ministère des Affaires Culture et des Biens Warf, le directeur des Affaires musulmanes, la directrice administrative et financière, ainsi que les membres du jury et l'ensemble des participants issus des pays de la Corne de l'Afrique de l'Est. Ce grand concours régional du Saint-Coran, dont le 21e session est organisé sous le haut patronage du chef de l'État. Il se tient chaque année, comme à l'accoutumée, pendant le mois béni du Ramadan. Il devient ainsi une tradition pieuse pour susciter la motivation chez les jeunes pour la récitation et l'apprentissage du Saint-Coran. D'autre part, cet événement contribue à promouvoir le rayonnement de la République de Djibouti en tant que pays phare où règne la tolérance et la paix, ainsi que la stabilité. Et bien, en cours de son allocution, la cérémonie d'ouverture, le ministre Momin Hassan Barre a tenu à souhaiter la bienvenue aux participants venant du Yémen, de la Somalie, du Kenya, du Soudan, de l'Éthiopie, des îles Comores et d'autre part. Le ministre a demandé aux différents participants des places mouillées, des versets de leur choix pour mettre en exergue la diversité, la beauté de Tawjid et des récitations. Les participants sont sélectionnés en 3 catégories, à savoir la récitation par cœur de la totalité du Coran, le 30 chapitres, ou la mémorisation des 20 ou 10 chapitres. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guedi, qui a présidé aujourd'hui au Palais du Peuple une réunion du comité de pilotage du projet d'électrification durable sous son acronyme PED. En présence du ministre du Logement, Mme Amina Abdi, étaient présents aussi les secrétaires généraux Solidarité, Décentralisation et Finances, le directeur général d'électricité de Djibouti, M. Jamal Ali Guelleh, le préfet de la ville de Djibouti. L'objectif de ce projet financé par la Banque mondiale consiste à la mise en place d'un programme national d'électrification durable pour accompagner les efforts du gouvernement de Djibouti visant à atteindre un taux d'électrification de 100% à l'horizon 2035.
À terme du projet, le résultat attendu est d'impact est plus de 100 000 habitants, soit l'équivalent de 14 000 ménages, dont 5 000 ménages vulnérables. Le directeur général de l'électricité de Djibouti, M. Jama Ali Guelleh, a souligné l'importance de ce projet. Deuxième réunion que nous faisons depuis que donc, le projet avait commencé, et effectivement, il était temps de vous exposer les travaux réalisés jusqu'à ce jour et ce que nous devrons faire à partir d'aujourd'hui. Les plus importants, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème de choix ou de niveau de choix des personnes dites vulnérables. Parce que si on reste au niveau actuel, il s'avère que nous risquons de saturer donc, la possibilité de raccordement. Or, il convient donc de revoir donc, le barème ou la limite qui fixe les niveaux de la population dite vulnérable, de telle sorte que nous puissions faire profiter un nombre important de la population des localités en général, que ce soit Djibouti, Obok, Tejora, Dikil, Al-Sibi, Arta, et que donc on puisse atteindre donc le nombre de 15 000 abonnés à raccorder. Eh bien, le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guedi, a rappelé que l'accès à une source stable d'électricité est capital pour le développement du pays. Écoutons-le. Aujourd'hui, pour la deuxième fois, pour le comité de pilotage du projet d'électrification durable, ces grands projets d'envergure nationale qui, Inch'Allah, on l'espère, profitera au maximum des Djiboutiens dans la classe sociale. La décision du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, de rendre universel l'accès à l'énergie formulée dans la vision 2035 signifie la mise en place des programmes d'électrification durable aussi dans les villes de Djibouti, mais aussi dans les 5 régions de l'intérieur. En effet, notre pays, la République de Djibouti, possède un taux d'électrification d'environ de 60%. Mais ce taux cache une autre vérité. Sa croissance suit difficilement la croissance de la population, d'où la constance des efforts des acteurs concernés. Les programmes PED d'électrification durable est une réponse concrète du président de la République à l'aspiration légitime du peuple djiboutien d'accéder à un service essentiel de base comme l'électricité. Mesdames et messieurs, l'objectif du PED est d'étendre les réseaux de distribution d'électricité pour accorder près, comme le DG de l'EDD a souligné, 15 000 foyers, donc 9 000 foyers dans la ville de Djibouti et les restes dans le chef-lieu de région de l'intérieur. Aujourd'hui, nous sommes à mi-chemin, à mi-parcours du projet PED. Nous comptons plus de 3 300 foyers qui ont été connectés au réseau électrique, c'est-à-dire plus de 23 000 personnes sont d'ores et déjà bénéficiaires de ces services de base. Des quartiers entiers ont été connectés concernant Balbala Sud et Balbala Nord. Ces programmes d'extension du réseau d'électricité nationale a commencé en vérité depuis janvier 2018. Cependant, n'oublions pas l'impact de la crise pandémique du Covid-19. Normalement, on devrait avoir plus de foyers connectés, plus de lignes posées et plus de poteaux installés. Donc, je remercie au passage les équipes techniques de l'électricité de Djibouti qui ont atteint leurs objectifs, qui sont, je crois, aux indicateurs de performance, comme il a été démontré, et comme l'objectif fixé par la Banque mondiale et le gouvernement de Djibouti, qui ont relevé ces défis et qui sont aujourd'hui, normalement, qui suivent les programmes et les projets comme il se devait. Et donc, je remercie tous les techniciens de l'électricité de Djibouti, tous les techniciens de terrain, mais aussi les DG et les autres responsables. Et elle a eu dans notre actualité nationale, la pluie annoncée depuis quelques jours par la météorologie est enfin arrivée timidement depuis hier soir et continue encore cet après-midi avec une forte probabilité de ces précipitations dans la soirée et les jours prochains.
Ces précipitations ont arrosé la capitale, la zone littorale du nord et une partie du région du sud. Ce matin, la population de Djibouti est sortie les pieds dans l'eau dans certains quartiers de la capitale. Pour l'instant, les dégâts ne sont pas nombreux, sauf cité un arbre palmier soufflé par le vent a traversé la clôture en béton et en fer, cité ministérielle, et est tombé sur une voiture en direction de Djibouti Telecom. La route, le chauffeur a évité peu, qui est tombé sur le capot de sa voiture. Effrayé, il a évacué vers l'hôpital. Durant quelques heures, la circulation a été bloquée rapidement. Le ZCIT, zone de convergence intertropicale, qui commence du sud. Donc c'est ce secteur-là. Donc cette pluie est influencée par ce qu'on appelle le ZCIT, zone de convergence intertropicale. Dans ce ZCIT, on a ce qu'on appelle la convergence du nord, hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Donc, dans ce contexte, c'est de l'hémisphère sud. Et comme vous le savez, depuis hier soir, la République du Djibouti a été touchée par de pluies. Si je cite encore pour la prévision des prochains jours, les pluies vont continuer aujourd'hui, demain, jusqu'au mercredi le 28. Comme vous le voyez ici, vous avez les dernières images d'aujourd'hui. À côté, vous avez la prévision du demain, 27 avril, à 9h. Comme vous le voyez à l'échelle, on voit de nuages partout sur la région, sur la zone côtière et sur la partie sud du territoire. Et ici, vous l'avez sur 24 heures, donc de minuit à 12h du matin et de 12h du matin à minuit. Et comme vous le voyez ici, cette carte valide l'autre. Donc, si je résume en 2 mots ou en quelques phrases, les prévisions des prochaines 48 heures, on observe des précipitations intermittentes à caractère d'averse, parfois accompagnées d'orages. Eh bien, de son côté, le chef de service du réseau national, M. Omar Hassan, a évoqué sur le relève des quantités des pluies dans les régions de l'intérieur. Eh bien, les Djiboutiens sont réveillés, les pieds dans l'eau. En fait, comme il a été annoncé par l'Agence nationale de la météorologie, que des fortes pluies vont s'abattre sur l'ensemble du territoire. Les éléments de l'ONIAD étaient au pied d'œuvre pour évacuer les eaux pluviales sur les artères de la capitale, les différents axes routiers, les rues et ruelles. Les agents ont ainsi ouvert les tampons sur la route numéro 1 afin que l'eau de la pluie puisse être dégagée. Mais aussi et surtout des travaux de réhabilitation des exutoires ont été finalisés par les agents de cette institution en charge de l'assainissement de notre pays. Le constat est-il que la journée d'aujourd'hui, première d'une série de 72 heures, des pluies annoncées par la météo, reste moins alarmante que prévu. Néanmoins, le chef de service d'assainissement, M. Aynan Moussa Mohamed, s'est dit rester vigilant, quelle que soit la situation d'aujourd'hui. Vous avez des fortes pluies. Elles étaient annoncées pour ce lundi. Pour l'heure, la situation n'est pas alarmante. Les bilans de cette journée restent corrects. Néanmoins, nous avons activé notre dispositif et mis en place notre schéma d'intervention habituel pour les événements pluviales. Donc voilà, nous restons vigilants encore. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité qui mène actuellement des opérations d'enrôlement biométrique, de collecte de données auprès des ménages vulnérables dans les chefs-lieux dans toutes les régions de l'intérieur. Avec le début de la pandémie, l'insécurité alimentaire est devenue l'une des principales priorités du gouvernement, étant donné que de nombreux ménages, tant urbains que ruraux, ont vu leurs moyens d'existence revenus considérablement à la baisse ou affectés. Cela permet d'avoir une image claire de leur situation de sécurité alimentaire ainsi que sur leurs moyens d'existence. Les ménages bénéficiaires seront au nombre de 6 000 à Djibouti-Ville et 16 000 dans les régions de l'intérieur. Les activités couvertes ont pour objectif de répondre aux besoins alimentaires des populations mises en place par le gouvernement pour faire face à la propagation du Covid-19. Ce programme contribuera également à renforcer l'économie locale et à faire le lien avec d'autres interventions du ministère des Affaires sociales, Solidarité et du programme alimentaire mondial. Santé à présent, où à l'instar des autres pays du monde, la République de Djibouti a lancé officiellement hier les activités commémoratives de la journée mondiale contre le paludisme, sous le thème « Zéro palu, tirer un trait sur le paludisme ».
Cette journée qui marque le démarrage de toute une semaine d'activités, de sensibilisation pour les changements des comportements vis-à-vis de la population. Rappelons que le paludisme constitue encore un réel problème de santé publique en République de Djibouti et reste un sérieux obstacle au développement socio-économique du pays. C'est dans ce sens que la direction des programmes de santé prioritaires, par le biais du programme national de lutte contre le paludisme, a organisé des activités de communication pour les changements des comportements qui jouent un rôle important dans la lutte contre le paludisme en République de Djibouti, dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19. Il y a réellement un problème de santé publique en République de Djibouti et dans ce sens, nous devons prendre les dispositifs nécessaires. C'est dans ce sens que la direction de programme de santé prioritaire, par le biais du programme national de lutte contre le paludisme, a organisé ces activités qui jouent un rôle important dans la lutte contre le paludisme en République de Djibouti. Et dans le dossier de ce soir, toujours dans le domaine de santé, les hôpitaux constatent une arrivée massive des personnes ayant été contaminées au Covid-19. Ce répond de l'épidémie engorge les services d'urgence, comme celui de l'hôpital général Pelletier, qui a mis en place des structures de soins d'urgence, de réanimation, voire, rappelons-le, d'hospitalisation réservées uniquement de prendre en charge les malades du Covid-19. Les structures médicales d'urgence est composée de dizaines de lits objectifs et de fournir des premiers soins adéquats en temps opportun, culturellement sensibles et appropriés aux patients ayant le Covid-19. Ici, comme vous le voyez sur les images, on retrouve des patients hospitalisés, gravement malades. Ils sont surtout des personnes âgées ou celles qui ont été comorbidées, par exemple, maladies cardiovasculaires, diabète, sucre, obésité, affection pulmonaire et préexistante. Les personnels médicaux surveillent et apportent des soins intensifs pour soulager leurs symptômes présentant des détresses respiratoires graves. La majorité de ces malades souffrent également des maladies chroniques. Les infirmiers dirigés par son médecin-chef procèdent immédiatement aux oxygénothérapie, une ventilation spontanée pour tenter de réduire le risque et prodiguer immédiatement les soins de soutien. C'est ainsi que nous avons interviewé le Dr Walsam Abdi, médecin en chef des urgences Covid-19, qui nous présente ses structures et ses missions. Il a rappelé que cette structure de soins accueille tous les jours des patients testés positifs avec des difficultés respiratoires ou avec des maladies chroniques qui nécessitent des soins intensifs, a déclaré le docteur. Après l'urgence, les patients graves sont transférés à la réanimation Covid-19, une autre structure sanitaire qui est destinée à réserver et donner des soins intensifs et des patients gravement malades. Nous avons fait part au docteur Walsam Abdi. Il a rappelé que depuis l'apparition de la pandémie en mars 2020, selon le bilan global du ministère de la Santé, Djibouti a enregistré plus de 136 décès dus à l'infection du Covid-19. Des nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus ont également enregistré. Nous sommes allés à la rencontre de l'infirmier-major de la réanimation, M. Issar Aden, qui nous a expliqué le danger auquel lui et son équipe font face quotidiennement. Et la prise en charge faite pour les patients gravement malades. Il a également soulevé les difficultés face aux familles des patients Covid-19 qui souhaitent toujours rester ou voir ses proches gravement malades. Eh bien, l'infirmier-major nous a indiqué que nous avons toujours des difficultés d'expliquer aux familles et aux patients qui négligent toujours la transmission du virus. Nous conseillons, a-t-il rappelé, de respecter les gestes barrières pour sauver aussi la vie des autres, a mis en exergue M. Issar Aden. Beaucoup des patients, a-t-il rappelé, guérissent après avoir pris des soins intensifs. Ce centre de maladies infectieuses est chargé par le suivi des malades rétablis. Le Dr Miad Mohamed Nasser, médecin en chef de ce centre, suit avec une attention particulière l'hospitalisation. Et il y a quelques semaines, cette personne âgée, comme vous le voyez sur ces images, est sortie guérie de la maladie, mais reste encore en ses services, où elle poursuit son traitement tout en étant suivie par les médecins. Il s'agit d'une maman âgée d'environ 65 ans. Elle nous a témoigné comment elle a contracté le Covid-19, les difficultés respiratoires ressenties et les soins intensifs qui ont pu sauver sa vie. Aujourd'hui, elle va bien, se repose et porte surtout un encouragement au message d'espoir pour les personnes âgées et appelle la population à respecter les gestes barrières et les mesures sanitaires contre la pandémie.
Elle passe un cri d'alerte pour toutes les personnes présentant des symptômes de venir se soigner. Et pour faire face à la pandémie, l'hôpital général Pelletier multiplie ses efforts pour protéger les usagers avec l'installation d'une machine de désinfection, d'autres mesures d'hygiène. Le chef de service d'hygiène sanitaire vous en dit plus de détails. Avec une visite guidée a été également effectuée au centre de production d'oxygène de l'hôpital Pelletier, situé à PK12. Malgré la consommation en oxygène, l'hôpital, durant la période de Covid-19, a augmenté et pour atteindre plusieurs bouteilles quotidiennes. Mais les patients Covid-19 qui ont contracté plutôt le Covid-19, qui ont besoin d'une assistance respiratoire, ont pu bénéficier de l'oxygène. Sans doute, ce centre de production d'oxygène a pu répondre totalement aux besoins des malades souffrant des difficultés respiratoires. Installé récemment, selon les spécialistes, ce centre produit par jour des centaines de bouteilles, de jour comme de nuit. Et ces structures médicales d'urgence, rappelons-le, est composée de dizaines de lits d'objectifs de fournir les soins adéquats en temps opportun, culturellement sensibles et appropriés aux patients ayant le Covid-19. Et des patients hospitalisés gravement malades, ils sont surtout âgés ou celles qui ont des comorbidités plutôt, par exemple des maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, infections pulmonaires préexistantes. Les personnes médicaux surveillent, a-t-il rappelé le docteur, et apportent des soins intensifs, soulager leurs symptômes. Eh bien, après que nous avons pu interviewer le docteur, une visite guidée a également été effectuée au centre de production d'oxygène de l'hôpital Pelletier, situé à PK12. Malgré que la consommation en oxygène de l'hôpital durant la période de Covid-19 a augmenté pour atteindre plusieurs bouteilles quotidiennes, mais les patients de Covid-19 qui ont besoin d'assistance respiratoire ont pu bénéficier de l'oxygène. Sans doute, ce centre de production d'oxygène a pu répondre totalement aux besoins des malades souffrant de difficultés respiratoires. Et rappelons qu'installé récemment, selon les spécialistes, ce centre produit par jour des centaines de bouteilles pour les malades qui ont pu contracter le Covid-19 et qui ont du mal à respirer. Et enfin, dans l'actualité nationale, dans la page recherche plutôt, les parents de Ali Rabi et de Mme Zainab Farah recherchent activement leur fils Mohamed Ali Rabi, âgé de trentaine d'années, demeurant à Balbala, disparu depuis le 17 avril 2021. Il présente des troubles mentaux. Toute personne reconnaîtront cette description et priée de contacter à ces numéros le 81 85 84 ou bien au commissariat central. Et dans la page nécrologie, c'est avec une plus grande tristesse que nous avons appris le décès de Hadj Elmi Ouarsame Guedid, survenu hier à l'Essabieh. Le défunt s'est éteint à l'hôpital régional de l'Essabieh à l'âge de 78 ans. Il laisse derrière lui une grande famille, une veuve, 8 enfants et plus de 66 petits-enfants. Feu Hadj Elmi Ouarsame Guedid fut un indépendantiste de la première heure et fut aussi local général de la région d'Arta et d'Al-Essabieh. Suite à cette disparition, les cadres et les responsables de la région de Jamgalato s'associent pour exprimer leurs condoléances aux proches et aux familles du défunt. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, la marine indonésienne a annoncé hier avoir retrouvé le sous-marin qui avait sombré au large de Bali, confirmé que les 53 membres de son équipage étaient tous morts, brisés en 3 parties. Le submersible dont était son nouvelle depuis mercredi a été repéré dans le fond marin au large de cette même île du centre de l'Indonésie. Le commandant des forces armées indonésiennes Hadi a confirmé aux journalistes que les membres de l'équipage avaient tous péri. Les autorités ont dit avoir reçu tôt dimanche matin des signaux en provenance du lieu où se trouvait le sous-marin à plus de 800 mètres de profondeur, ce qui rendait les recherches particulièrement difficiles. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le magasin Centre Turc annonce l'arrivée de sa nouvelle collection vêtements et chaussures pour hommes. Un nouvel arrivage en provenance de la Turquie à des prix défiant toute concurrence est disponible au magasin. Les choix sont adaptés à tous les goûts. Venez nombreux.